Bonjour, Maître Nancy Rizacher. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté cet entretien pour Studio PM France. Vous êtes avocate au barreau d'Épinal et vous êtes par la même occasion l'avocate d'Andreas, cet enseignant qui, je le rappelle, a dénoncé la dangerosité du protocole sanitaire mis en place dans les établissements scolaires, ce qui lui a d'ailleurs valu d'être convoqué devant le rectorat. Nous sommes ici dans votre cabinet et aujourd'hui, vous allez nous éclairer notamment sur la légalité des différentes mesures prises par le gouvernement depuis le début de la pandémie, mais également sur d'autres sujets comme la liberté d'expression. Nous allons d'ailleurs commencer par aborder cette thématique. Alors tout d'abord, une question assez générale. Est-ce que vous pensez que le débat, la controverse argumentée, c'est aujourd'hui encore réellement possible dans notre société, à l'heure où toutes nos paroles sont relayées à tout va, notamment celles des personnalités politiques, et où finalement la justice devient une justice d'opinion, une justice parallèle, celle des réseaux sociaux ? Alors c'est une vaste question, une question intéressante. C'est clair qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut se battre 2 fois plus. C'est-à-dire que la liberté d'expression, fort heureusement, elle existe toujours. En revanche, la confrontation de convictions, d'opinions, l'échange des arguments, le dialogue, le débat, effectivement, on peut considérer qu'aujourd'hui, il commence à faire défaut dans certaines sphères, et notamment dans la sphère publique, puisqu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal, en fait, à énoncer des convictions sans qu'il y ait une sorte de doxa, une sorte de doctrine qui vienne systématiquement étouffer un petit peu ces opinions dissidentes. Et c'est vrai que la liberté d'expression, c'est un combat de tous les jours. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut être très vigilant pour qu'elle puisse s'exercer dans le respect de tous et pour que les personnes, vous parliez d'Andreas par exemple, pour que les personnes qui souhaitent alerter ou faire état d'un certain nombre de points de vue différents, qui sont tout à fait défendables, puissent aussi exercer leur liberté d'expression comme il faut. Et donc sur le fait aussi que maintenant, des fois quand on s'exprime directement, finalement c'est les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, qui décident de ce qu'on peut dire ou pas, finalement à la place de la justice. Alors la justice, c'est vrai que ça dépend ce qu'on entend par justice. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais ça c'est un débat qui date, je dirais, de très longtemps. On l'a pas évoqué, mais j'ai fait ma thèse sur la protection des mineurs sur les réseaux internet. Mais ça date de 1997, c'est très très vieux. Mais en réalité, on se posait déjà la question, est-ce qu'on doit censurer les réseaux ? Est-ce qu'on peut avoir une autorité supranationale, voire internationale, qui permette de censurer ou de moduler ou de modérer ? Et l'ordre public s'appliquant dans chaque État, mais en même temps les modérateurs des différents sites étant aussi partie prenante. Donc ce débat avec le curseur à positionner en fonction du degré de liberté qu'on veut laisser, il a toujours existé depuis l'avènement d'Internet et depuis ensuite tous les réseaux sociaux. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la parole, elle n'est pas neutre. La parole n'est jamais neutre. Et la parole, via les réseaux sociaux, elle est forcément amplifiée, parfois déformée, parfois même dévoyée. J'utilise ce terme à bon escient parce que en réalité, on s'aperçoit que les internautes et les personnes sur les réseaux sociaux ont tendance à parler mais sans filtre, sans aucun filtre. Alors il faut et en profitant de l'anonymat parfois aussi. Parfois en profitant de l'anonymat et surtout en n'étayant pas certaines convictions. La liberté d'expression, c'est pas le droit de tout dire n'importe comment, n'importe quand et de n'importe quelle façon auprès de n'importe qui. C'est pas ça la liberté d'expression. Comme toute liberté, elle a un cadre, elle a une manière de s'exercer et je crois que il faut que la liberté d'expression s'exprime de façon la plus générale possible, mais pas que les réseaux sociaux deviennent un exutoire et une sorte de défouloir sans limite et sans aucun recul. Mais justement, par rapport à la liberté d'expression, pour essayer d'un petit peu mieux la définir, est-ce que donc vous trouvez déjà de manière générale quand même qu'elle recule en France et est-ce que la liberté d'expression, c'est aussi le droit de choquer quelqu'un, de choquer un lecteur au travers d'un article? Et est-ce que ce droit, il n'est pas de plus en plus bafoué finalement? Est-ce qu'on a le droit d'outrer quelqu'un, de le choquer? Il y a toujours des garde-fous. Il est clair que choquer, pour humilier ou pour faire du mal ou pour agresser ou pour il y a toujours les garde-fous du code pénal, bien sûr. Il faut pas que ça tombe sous les injures, les menaces, les outrages, la calomnie et tout ce qu'on pourrait avoir comme infraction pénale. En revanche, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est ne pas tomber dans un consensus complètement aseptisé. On n'a plus le droit de faire valoir nos convictions, même si elles sont étayées, même si on a des arguments à faire valoir. Le problème, c'est l'écoute
l'écoute aussi en face. Je dirais, donner des idées sans avoir forcément de fondement ou d'arguments, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un débat et que l'autre personne en face, même si elle se sent agressée ou même si elle n'est pas d'accord, puisse également entrer dans le débat. Et je crois que c'est de ça que la société a besoin, c'est-à-dire qu'une société démocratique, un état de droit, c'est un état dans lequel on peut discuter de tout, et on peut discuter de tout de façon respectueuse. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on va dans la polémique tout de suite. Si on n'est pas d'accord, forcément, il y a polémique, ou il y a rappel à l'ordre, ou il y a... C'est dommage, ça c'est dommage. C'est vrai que il faudrait que ce soit plus apaisé, et le sujet donc, qui nous occupe sur la pandémie a suscité énormément de controverses, d'opinions dissédantes et de débats, mais il faut à un moment donné que le débat ait lieu. Toujours dans le respect des opinions et des convictions de chacun, et toujours dans le respect, je dirais, des droits fondamentaux et des libertés fondamentales. Oui. Justement, par rapport à ces libertés fondamentales, donc la liberté d'expression, les textes de loi, finalement, pour ajouter des nuances à cette liberté d'expression, se sont multipliés depuis un siècle et demi, rendant presque cette liberté et la manière dont on peut l'interpréter presque incompréhensible pour tous. Les abus donc, de cette liberté d'expression peuvent être sanctionnés dans la mesure où ils nuisent à autrui. Mais lorsque l'on caricature, lorsque l'on provoque, finalement, où est la limite à ne pas franchir pour se retrouver hors la loi ? Ah, ça c'est une vaste question. En fait, il y a un certain nombre d'infractions pénales qui sont listées et qui sont en réalité, comme on disait, des garde-fous, c'est-à-dire les limites à ne pas franchir. Quand vous insultez quelqu'un ou quand vous tenez des propos, je sais pas, racistes, négationnistes, ou là forcément vous tombez sous le coup du code pénal. Mais je pense qu'on n'en est pas là aujourd'hui. Chacun connaît les limites. Alors on dit nul n'est censé ignorer la loi, mais en fait chacun connaît les limites, même dans les débats publics. À mon avis, ce que vous pointez du doigt, c'est justement la provocation pour la provocation, qui aujourd'hui pourrait être censurée ab initio, vraiment au départ, alors qu'en réalité, il faut que les expressions puissent se développer pour qu'on puisse à un moment donné avoir ce fameux débat. Mais il faut que chacun soit dans la même logique, c'est-à-dire on se respecte, on ne franchit pas la limite des infractions pénales, et on avance des arguments. Et je crois que c'est de ça dont souffre le débat aujourd'hui, c'est que dans les médias, on va dire majoritaire, de masse, on a souvent un point de vue, un éclairage qui est perçu comme étant la bonne parole. Et ça, moi, je ne supporte pas. Non, il n'y a pas une bonne parole, surtout sur des sujets aussi vastes qui touchent aux droits de l'homme, si on prend de façon générale. Il n'y a pas une bonne parole. Il y a des convictions, il y a des opinions, il y a des arguments contraires, et c'est de ça, aussi de cette confrontation d'arguments, que naît également le débat et la discussion et la compréhension, parce qu'on est tous différents, et fort heureusement. Et justement par rapport aux opinions différentes et finalement par rapport à l'interprétation aussi différente de certains propos, on se rend compte par exemple que concernant le pass sanitaire, si on revient un petit peu sur la pandémie, qui avait été donc validé par le Conseil constitutionnel, certains tribunaux dans certains départements l'ont aussi validé, quand d'autres l'ont annulé, en Essonne, dans les Yvelines. Et donc on se rend compte de la manière dont peuvent être interprétées des décisions et finalement de la conformité de ces décisions qui peut être relative et discutable. Finalement, même au sein de la justice, on n'est pas d'accord. Mais c'est tout l'intérêt, je dirais, la richesse du droit. C'est-à-dire que le droit, il est sujet forcément à interprétation. Et c'est de l'interprétation que naît son application. Et son application la plus efficace, pragmatique possible. Donc quand on parle de la loi du 5 août, elle a été soumise au Conseil constitutionnel, mais attention, ça ne veut pas dire que toutes ces dispositions ont fait l'objet d'une étude du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, on dit souvent, la loi est validée, elle est constitutionnelle. Non. L'article 12 et l'article 14 n'ont pas été soumis au Conseil constitutionnel, de par la procédure en fait qui a été choisie pour soumettre au Conseil constitutionnel certains articles. Donc selon vous, il y a des failles dans cette conformité Je pense que ce ne sont pas des failles, c'est carrément parce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs avec certains confrères, on envisage de déposer des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion de litiges, parce que justement, l'obligation vaccinale n'a pas été en elle-même validée par le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel ne peut en réalité répondre que aux questions qu'on lui a posées. Donc il ne peut pas s'auto-saisir d'autres questions et en fait il ne répond qu'à ce qu'on lui a demandé. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a une décision du Conseil constitutionnel qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui n'est pas complète et qui n'est pas exhaustive. Donc sur cette obligation vaccinale, puisque vous en parliez,
Le gouvernement donc l'a imposé pour certaines professions, Oui. Pour les professions en contact avec du public, mais pas aux policiers. Et finalement, est-ce que cette différence entre diverses professions, alors que pourtant les deux sont en contact avec les publics, est-ce qu'elle est justifiable du point de vue du droit ? Alors il y a plein de choses dans cette loi qui paraissent parfois incompréhensibles ou difficilement compréhensibles. Pour les gendarmes, par exemple, il n'était pas visé expressément par la loi. En revanche, une instruction est sortie peu de temps après la publication de la loi. Et les gendarmes, aujourd'hui, sont obligés de se faire vacciner. Les policiers, vous parlez des policiers, pour le moment, non. En réalité, je pense que c'est aussi peut-être plus de la politique que du droit. Là, je m'aventure sur un terrain, je ne fais pas de politique, mais on se pose la question de savoir effectivement quelle est la différence entre des gendarmes et des policiers. En revanche, je pense que pour la stabilité aussi et je dirais l'équilibre de la société, on ne pourrait pas non plus trop demander et obliger les policiers à se faire vacciner, alors qu'on l'a fait finalement pour les soignants. Puisqu'ils étaient au front pendant des mois, et en réalité aujourd'hui ils deviennent contaminants, ils deviennent presque des parias de l'hôpital s'ils ne sont pas vaccinés. Donc c'est vrai que, mais ça je dirais c'est plus de la politique à mon sens que du juridique. Alors on parlait du Conseil constitutionnel, il y a une autre loi, la loi Avia, en juin 2020, qui avait été retoquée par le Conseil constitutionnel pour cause de non-conformité à la liberté d'expression, puisqu'il était prévu dans ces textes en fait le retrait en 24 heures de tout contenu manifestement illicite après signalement par une ou plusieurs personnes. Ça concernait les réseaux sociaux. Et donc les GAFA auraient ainsi détenu finalement le droit de confiner la liberté d'expression en dehors de toute appréciation juridique. Que pensez-vous de cela ? Je pense que c'est le fameux débat qu'on a depuis l'avènement d'Internet, c'est de savoir à qui on confie l'autorité de censure quelque part. Est-ce qu'on censure en amont ? Est-ce qu'on censure en aval ? Aujourd'hui, dans nos principes juridiques qui gouvernent en fait, qui sont le socle de notre société démocratique en France, seul un juge peut porter atteinte à des libertés, et notamment à une liberté fondamentale qui est la liberté d'expression. Donc faire un transfert, on dirait un transfert de pouvoir en fait à une société qui serait simplement basée sur un signalement, à quel titre, quelle est la légitimité de la personne qui va signaler, et qui peut à un moment donné couper, censurer ou carrément supprimer le compte d'une personne. Dès lors que ce n'est pas un pouvoir juridictionnel, vous voyez vite la dérive. Ça veut dire qu'ensuite, c'est de l'autorégulation et uniquement de l'autorégulation. Il n'y a même plus de pouvoir souverain et de pouvoir juridictionnel qui pourra à un moment donné contrôler tout ça. Donc c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça veut dire que ça devient des forums sur lesquels finalement celui qui crie le plus fort ou celui qui dénonce le plus vite va devenir le roi du monde. Donc, et ça on peut pas accepter que l'autorité judiciaire ne soit pas garante des libertés fondamentales, comme la Constitution française en tout cas le garantit. Donc en fait les patrons de Twitter, les employés de Twitter, de Facebook n'ont pas à décider de ce qui peut être publiés ou non sur leur plateforme. Le souci, c'est que s'ils commencent à censurer sans aucune... Alors, le droit international se pose aussi. Ce qui aujourd'hui est censuré en France n'est pas forcément ce qui est censuré aux États-Unis ou en Argentine ou ailleurs. Donc, ça voudrait dire que ils sont véritablement les garants et les protecteurs du droit applicable à l'endroit où finalement eux sont basés, alors que finalement les réseaux sociaux sont par définition mondiaux, et qu'il y a tout un ensemble de législations qui sont applicables à un moment donné, à un instant T. Donc par définition, il faut vraiment que ce soit l'autorité judiciaire qui puisse, dans le pays où l'infraction est commise, où la dérive est sanctionnée, enfin sanctionnée en tout cas, et sur laquelle on a alerté un pouvoir judiciaire, seul le juge peut, à mon avis, être le garant des libertés fondamentales. Sinon, les dérives sont quand même assez importantes. Assez importantes. J'aurais juste deux dernières questions sur, cette fois-ci, la pandémie et sur l'obligation de porter le masque dans les lieux publics, dans les restaurants, etc. Donc ça s'applique dans la majorité dans tous les établissements recevant du public depuis presque 2 ans maintenant. Et donc, est-ce que le gouvernement, il a le droit, il a les possibilités de nous imposer cette obligation de porter le masque pour toujours ?
Alors pour toujours, je ne sais pas, ça c'est l'avenir qui le dira. Je pense que la gestion de la crise a montré un certain nombre d'incohérences. Oui. Ça c'est sûr que c'est indéniable. En ce qui concerne les gestes barrières dont fait partie le masque, le lavage des mains, le plexi quand vous recevez du public, je pense que ce sont des garde-fous qui sont importants tant que on n'a pas endigué cette pandémie. Le problème, c'est que on se sert également de ce type de gestes et de ce type de contraintes pour endiguer cette liberté aussi à laquelle nous sommes tous attachés. Oui. Donc, c'est le manque de cohérence qui aujourd'hui fait que l'acceptation de la contrainte est difficile. Quand on nous dit, je vais même aller plus loin que juste le port du masque, quand on nous dit il faut se faire vacciner, c'est ça ou c'est le confinement, là on ne comprend plus. Parce que des médicaments, il y en avait, il y en a toujours eu. On a interdit à certains médecins de prescrire des médicaments qui avaient déjà fait leurs preuves. On a quelque part simplement dit on confine ou on se vaccine, mais le panel d'autres solutions n'est pas proposé aux personnes, ce qui fait qu'il y a quand même une grosse interrogation de se dire mais attendez, il y a peut-être d'autres voies, d'autres solutions. Et par rapport au port du masque, peut-être l'appréciation aussi, un enfant de 6 ans ne porte pas le masque comme un adulte de 50 ans, et les contraintes par rapport aussi aux activités qui sont menées peuvent aussi être adaptées, mais dans la cohérence. Et moi, ce que je regrette depuis la gestion de la pandémie, c'est cette absence d'incohérence qui fait que il y a un manque de confiance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est si difficile. Et que les réactions face à cette loi liberticide et face à tout ce qui se passe, on va dire au quotidien et que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est pour ça que c'est si difficile, parce que on n'a pas eu l'impression d'une cohérence. Alors il y a pu avoir des atermoiements au début, il y a pu avoir des errances, il y a pu avoir parce que c'était inédit et c'était bien sûr. Maintenant, je pense qu'il faudrait que on se pose et qu'on se dise où est la cohérence. Ce qu'on voit, c'est qu'un an et demi après, finalement, on est encore dans une période d'état d'urgence, de sortie d'état d'urgence provisoire depuis le 2 juin jusqu'au 15 novembre. Et donc, en fait, une période pendant laquelle le Premier ministre, le gouvernement peut encore nous confiner, peut encore limiter les déplacements, c'est jusqu'au 15 novembre. Et est-ce que c'est quelque chose qui est normal du point de vue du droit pendant 2 ans et même au bout d'1 an et demi, quand on a eu le temps d'avoir du recul sur la pandémie, d'étudier d'autres solutions? Est-ce que c'est normal qu'encore aujourd'hui, le gouvernement ait le pouvoir de nous confiner? Alors, le gouvernement tire son pouvoir, le pouvoir réglementaire, c'est son pouvoir en fait de la loi d'habilitation et de la loi qui est, comme vous l'avez dit, effectivement de sortie de crise temporaire. C'est d'ailleurs à cette condition-là que le Conseil constitutionnel avait validé les mesures en disant qu'il y a des mesures de contrainte, des mesures liberticides, mais proportionnées, légitimes et nécessairement temporaire. Ce qui fait que c'est à cette condition-là que le droit a validé ce type de restriction. Maintenant, une loi qui abolirait toutes les libertés ou la quasi-totalité des libertés ad vitam aeternam, bien évidemment que ce serait pas jouable. Le problème, c'est que cette loi est passée quand même devant le Parlement. On voit que ça se prolonge quand même. Ça se prolonge. Ça dure pas que 6 mois, que quelques mois. Ça se prolonge. Alors, on nous dit que c'est par rapport aux indicateurs, en réalité, de l'évolution de l'épidémie. Donc, ça, je veux bien, mais de toute façon, si c'est poursuivi au-delà du 15 novembre, il faudra une autre loi. Peut-être la même loi qui va reproroger, ça revient à votre première question, je suis d'accord, jusqu'où on peut aller. Le problème, c'est que si tout est validé par le schéma, on va dire, parlementaire, avec le contrôle plus ou moins étendu du Conseil constitutionnel, légalement, c'est une loi, donc forcément, elle est légale, entre guillemets, conforme aux autres textes, ça, on peut en parler aussi. Il y a quand même pas mal de textes qui sont mis entre parenthèses aujourd'hui et qui pourront pas être mis entre parenthèses ad vitam aeternam, puisque tous les principes généraux du droit, les libertés fondamentales, les traités internationaux, la Convention européenne des droits de l'homme, aujourd'hui, c'est comme si on avait mis entre parenthèses au nom de cette urgence épidémique. Parce qu'en France, on a et les lois de l'Europe et les lois de la France qui s'appliquent et qui n'ont pas été abrogées par la loi du 5 août. C'est ça qu'il faudrait aussi signaler. Et qui continue de s'appliquer en réalité, normalement. L'arsenal juridique continue à s'appliquer. Le dérogatoire, évidemment, le spécifique déroge au général, mais encore une fois, avec toutes les garanties qu'il faut mettre par rapport à ce type de loi que j'appelle liberticide, forcément. Et donc une dernière question pour terminer. Les jeunes, donc depuis le 30 septembre, de 12 à 17 ans, donc non vaccinés, ne peuvent plus aller au restaurant, ne peuvent plus aller au cinéma, à moins de présenter un test PCR négatif. Et pourtant, dans les établissements scolaires, et plus particulièrement à la cantine, dans les restaurants scolaires, ce pass sanitaire ne s'applique pas.
est-ce que c'est, encore une fois, légal, entre guillemets, de faire un pass sanitaire dans les restaurants et pas dans les restaurants scolaires? Alors, légal, évidemment, la loi a prévu que les jeunes de 12 à 17 ans, à partir du 30 septembre, soient soumis au pass sanitaire. Simplement, il faut savoir dans quel champ d'application ce pass sanitaire s'applique. Il est clair que des situations différentes doivent être gérées de façon différente. Le principe d'égalité, c'est à situation égale, traitement égal, à situation différente, traitement différent. Qu'est-ce qu'on met dans la situation différente? Quand on dit qu'un jeune, par exemple, de 14 ans, pour aller faire des activités sportives extrascolaires dans un club de foot ou autre, doit présenter son pass sanitaire. En revanche, s'il va à la piscine avec son établissement scolaire, on nous a dit que c'était des créneaux réservés aux scolaires et que par définition, il n'y avait pas besoin de pass. C'est la même chose pour la cantine. La cantine fait partie, on va dire, du cursus et de la vie scolaire, et donc du coup, il n'y a pas besoin de pass. C'est ce problème de cohérence. Au nom de l'épidémie, on ne comprend pas. Il est clair que sur des indicateurs purement médicaux et scientifiques, on ne comprend pas, puisque la probabilité de se contaminer à la cantine scolaire est la même que si vous allez au cinéma ou ailleurs. Donc ça, effectivement, c'est encore un problème de cohérence. Je crois que c'est toujours pareil, vous allez dire que je botte en touche, mais c'est la politique. C'est la politique qui fait qu'aujourd'hui, on essaye de faire en sorte que la scolarité soit la moins perturbée possible quand même. C'est ce que dit le ministre Blanquer, c'est ce que, en tout cas, à l'origine de son protocole, c'est ce qui motive. D'ailleurs, par rapport à la scolarité, on peut quand même se poser des questions sur la valeur du bac qui avait été passé entièrement en contrôle continu l'année dernière. Finalement, est-ce qu'il a la même valeur qu'un bac qui va être passé complètement dans les règles de l'art, si je puis dire ça comme ça? Oui, alors ça, je crois que ça s'est déjà posé en 68, quand il y a eu les événements de 68, il y a eu des diplômes qui ont été donnés. Bon, après, je pense que la valeur d'un élève, de toute façon, c'est pas un instant T, et que tout élève qui travaille, il y a le supérieur ensuite qui va pouvoir aussi lui donner la possibilité d'exprimer sa valeur et ses talents. Ce qui est plus inquiétant, c'est par rapport, je ne sais pas si on peut déborder là-dessus, mais sur le moral des étudiants. Voilà. C'est clair qu'aujourd'hui, l'incertitude des lycéens, des étudiants par rapport à cette situation-là, forcément, il faudrait aussi la prendre en considération. Parce que le gouvernement a mis en place des chèques psy pour que les jeunes puissent aller voir des psychologues. Est-ce que finalement, ils n'ont pas quand même une très grande responsabilité dans la détresse mentale des jeunes aujourd'hui? Je pense qu'il y a eu à un moment donné un arrêt complet, notamment au moment du premier confinement, où des jeunes se sont retrouvés complètement isolés, brutal et long, forcément. Mais il y aurait tellement à dire. Aujourd'hui, d'après ce que j'entends sur Parcoursup, où c'est très compliqué d'aller choisir sa filière. Moi, je viens d'un temps où on choisissait sa filière. Je vais passer pour une vieille rétrograde, mais c'est vrai que j'ai passé mon bac, j'ai choisi mes études, j'ai pu avoir je dirais, les études que j'avais choisies avec tout le cursus que j'ai pu faire sans problème. J'ai l'impression que les étudiants, au-delà du confinement et des problèmes qu'ils ont vécu, il y a aussi tout ce système de l'enseignement supérieur qui a perdu un petit peu ses fondamentaux. Le gouvernement porte une part de responsabilité là-dedans, parce que... Mais je crois qu'il faudrait qu'à un moment donné, on prenne aussi la mesure de notre jeunesse et des étudiants et de l'intérêt aussi des études supérieures, parce que toutes les études, toutes les formations, on parle beaucoup de l'apprentissage, c'est très important, bien évidemment, mais je pense que l'enseignement supérieur, pour faire des citoyens éclairés, pour faire des citoyens critiques, pour faire des personnes érudites ou des personnes curieuses intellectuellement ou qui développent une curiosité d'esprit, je pense que l'université et les grandes écoles, quelles qu'elles soient, mais seraient aussi importantes à privilégier, à valoriser, en tout cas permettre aux étudiants de poursuivre leur cursus, plutôt que de se dire je fais tout en visio et de toute façon je rentre chez papa maman au mieux, ou j'arrête tout. Et parce que là aujourd'hui, je pense que l'avenir aussi de notre société, c'est aussi les jeunes, c'est surtout les jeunes. On terminera par ce beau message pour la jeunesse. Merci. Maître Rizacher. Merci à vous, Pierre. Merci pour cet entretien. Merci à vous d'avoir visionné cet entretien sur Studio PM France. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour nous encourager et permettre notre indépendance pour vous informer différemment. À très bientôt.